Lors de la fête de départ à la retraite de mon père, il a pensé que ce serait drôle de me présenter ainsi, voici ma fille. Pas de diplôme, pas d'avenir, juste un parasite pour la famille. Tout le monde a ri. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement souri, levé mon verre et dit, santé. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. Puis je suis sorti. La salle est devenue complètement silencieuse. Je suis Heather, j'ai 32 ans. Et il y a 3 semaines, lors de la fête de départ à la retraite de mon père, il a fait quelque chose qui m'a poussé à décider de m'effacer définitivement de cette famille. Imaginez ceci, une salle de bal étincelante dans un country club, 200 invités en costume de créateur et robe de cocktail, du champagne coulant à flot. Mon père se tenait sur scène, microphone à la main, présentant sa famille un par un. Quand il est arrivé à moi, il a souri de ce sourire que j'avais vu 1000 fois, celui qui paraissait chaleureux pour tous les autres mais qui coupait comme du verre. Et voici ma fille, Heather, a-t-il dit. Pas de diplôme, pas d'avenir, juste un parasite pour la famille. 200 personnes ont ri. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri, levé mon verre de champagne, et dit, santé. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. Puis je suis sorti. La salle est devenue complètement silencieuse. Que s'est-il passé ensuite? C'est ce que je suis ici pour vous raconter. Avant de continuer, prenez s'il vous plaît un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez sincèrement savoir comment cette histoire se termine. Et faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 12 ans en arrière, au jour où j'ai été forcé de quitter l'université. La famille Ivan de Fairfield, dans le Connecticut. C'est ainsi que nous étions connus. La classe moyenne supérieure, respectable. Mon père, Richard Ivan, était président-directeur général d'une entreprise de logistique de taille moyenne. Nous avions une maison coloniale de 6 chambres sur 2 acres, une Mercedes classe S dans l'allée, et une adhésion au country club le plus exclusif du comté. De l'extérieur, nous avions l'air parfait. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Un cancer, rapide et brutal. Je me souviens à peine de son visage sans regarder des photographies, mais je me souviens de ses mains douces, cherchant toujours les miennes. 2 ans plus tard, mon père s'est remarié avec Linda. Elle est arrivée avec un fils de son précédent mariage, Marcus, de 3 ans mon aîné. En l'espace de quelques mois, ils n'étaient pas seulement une partie de notre famille. Ils étaient la famille. Je suis devenu un meuble. Pas de manière dramatique. Vous comprenez? Pas de maltraitance à la Cendrillon, juste de l'invisibilité. Marcus recevait les éloges pour ses notes. Les miennes étaient ignorées. Marcus a eu la nouvelle voiture à 16 ans. J'ai eu celle qu'il me laissait. Marcus était l'avenir de l'entreprise. J'étais juste là, moi aussi. Mon père ne m'a jamais frappé, ne m'a jamais crié dessus. Il regardait juste à travers moi comme si j'étais une fenêtre. Il essayait de voir au-delà. Mais il y avait une personne qui me voyait. Ma grand-mère, Margaret Ivan, la mère de mon père. Elle m'appelait tous les dimanches, me posait des questions sur mes cours, mes amis, mes rêves. Elle disait des choses comme « Tu me rappelles moi à ton âge, Heather. » Sous-estimé, mais je te vois. Elle m'a laissé quelque chose à sa mort. Quelque chose que personne dans la famille ne connaissait. Mais j'anticipe. Dans cette famille, j'ai appris à devenir invisible. Ce que je ne savais pas alors, c'est que l'invisibilité deviendrait ma plus grande arme. Le jour où mon avenir a été décidé pour moi, j'avais 20 ans. En 2e année à l'université du Connecticut, spécialisation en affaires, 3,8 de moyenne générale. J'avais des projets, des rêves. Une demande de bourse posée sur mon bureau pour un programme d'été à Londres. Mon père m'a appelé à la maison un mercredi. Réunion de famille, a-t-il dit. Ces 3 mots n'avaient jamais rien signifié de bon. Je l'ai trouvé dans son bureau. Bureau en acajou, chaise en cuir, mur tapissé de prix et de certificats. Linda se tenait à côté de lui, la main sur son épaule, solidaire, unie. Heather, a commencé mon père, sans lever les yeux de ses papiers. Nous devons faire quelques sacrifices en tant que famille. Marcus a été accepté dans le programme de master en administration des affaires de Wharton. C'est une opportunité incroyable.
Mon rythme cardiaque n'a pas changé. Je savais déjà où cela menait. Nous ne pouvons pas nous permettre à la fois tes frais de scolarité et son programme, a-t-il continué. Donc, nous avons décidé que tu vas faire une pause dans tes études, juste pour le moment. La carrière de Marcus profitera à toute la famille. Linda a hoché la tête, sa voix douce comme du miel. Une fille n'a pas besoin d'un master en administration des affaires pour avoir une belle vie, Heather. Tu trouveras un bon mari un jour. C'est ce qui compte vraiment. Je suis restée assise là, figée. Pas parce que j'étais surprise. J'avais passé 12 ans à apprendre à ne pas être surprise, mais parce qu'une petite partie stupide de moi avait encore espéré. Tu avais dit que tu soutiendrais mon éducation, me suis-je entendu dire. Tu l'as promis à maman avant sa mort. La mâchoire de mon père s'est contractée. Les circonstances changent. Quand l'entreprise se stabilisera, je me rattraperai. Il ne l'a jamais fait. Ce que j'ai découvert plus tard, grâce à un lapsus d'un cousin, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent. Ils ont simplement choisi de ne pas le dépenser pour moi. Je n'ai pas discuté ce jour-là. J'ai juste hoché la tête. Mais à l'intérieur, je me suis fait une promesse. C'était la dernière fois que je laissais quelqu'un d'autre décider de ma valeur. Je me suis installé à Boston avec 2000 € d'économie et une valise de vêtements qui ne correspondait pas à la vie que je laissais derrière moi. Mon premier appartement était un studio de 400 pieds carrés au-dessus d'une laverie à Holston. Le radiateur cliquetait toute la nuit. Les murs étaient assez fins pour entendre la télévision de mes voisins. Je mangeais des nouilles instantanées pour le dîner et des bagels de la veille du café où je travaillais le matin. Mais voici la chose à propos du fond du trou. Vous ne pouvez pas tomber plus bas. J'ai obtenu un emploi d'assistante administrative dans une petite entreprise de logistique. Poste de premier échelon, salaire minimum plus avantage. Le propriétaire, un homme bourru nommé Walter Barnes, a vu en moi quelque chose que ma famille n'avait jamais vu. Tu as un cerveau, Heather, m'a-t-il dit un jour. Utilise-le. Alors je l'ai fait. Je restais tard. J'ai appris chaque système, chaque processus. Je suivais des cours en ligne gratuits le soir. Gestion de la chaîne d'approvisionnement, opérations, principes fondamentaux des affaires. Les cours ouverts de l'Institut de technologie du Massachusetts sont devenus mon université. Je n'appelais pas à la maison, je ne demandais pas un seul euro. Quand la secrétaire de mon père m'a envoyé une carte d'anniversaire avec un chèque de 50 € de la famille, je l'ai déchiré et jeté. 4 ans après avoir quitté le Connecticut, j'avais économisé assez pour créer ma propre société de conseil, Meridian Consulting, société à responsabilité limitée. Juste moi, un ordinateur portable et un bureau loué dans un espace de cotravail. J'ai gardé mon nom hors de tout ce qui était public. Pas de profil professionnel en ligne, pas de communiqué de presse. Toutes les affaires passaient par le nom de l'entreprise et mon avocat. Pourquoi ce secret? Parce que je connaissais ma famille. S'ils découvraient que je réussissais, ils trouveraient un moyen de s'en attribuer le mérite ou de le détruire. Certaines personnes construisent des empires pour prouver leur valeur. J'ai construit le mien en silence parce que le silence était la seule langue que ma famille m'avait jamais enseignée. Grand-mère Margaret est morte il y a 2 ans, quand j'avais 30 ans. J'ai pris l'avion pour le Connecticut pour les funérailles, je me suis assise sur le banc du fond, j'ai regardé mon père prononcer un éloge funèbre sur une femme remarquable qui avait consacré sa vie à la famille. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Lors de la réception, je suis resté dans mon coin. Personne n'a semblé remarquer que j'étais là, ce qui était exactement ce que je voulais. Mais 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une avocate dont je n'avais jamais entendu parler, Eleanor Smith, d'un cabinet de Boston spécialisé dans la planification successorale. Mademoiselle Ivan, je représente la succession séparée de votre grand-mère. Elle a établi un fonds en fiducie à votre nom il y a 8 ans avec des instructions explicites pour qu'aucun autre membre de la famille ne soit informé de son existence. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Le fonds contenait 800 000 €. Elle vous a également laissé une lettre, a poursuivi Eleanor. Voulez-vous que je la lise? J'ai dit oui, bien que ma voix ne semblait pas être la mienne. Ma très chère Heather, a lu Eleanor. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Je sais pour les frais de scolarité, les promesses, tout ça. J'ai discuté avec ton père jusqu'à ce que je n'ai plus de mots. Il n'a rien voulu écouter.
Il n'écoute jamais. Cet argent est à toi. Sans attache, sans condition. Utilise-le pour construire la vie que tu mérites, la vie qu'ils ont essayé de te prendre. Souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit. Ne laisse personne dire que tu n'en vaux pas la peine. Quand ils verront enfin ta valeur, il sera trop tard pour eux. Je crois en toi. J'ai toujours cru en toi. Tout mon amour, grand-mère Margaret. J'ai utilisé une partie de cet argent pour développer Meridian Consulting. Le reste, je l'ai gardé comme assurance pour un jour dont j'espérais qu'il ne viendrait jamais, mais dont j'ai toujours su qu'il pourrait venir. Ce jour est arrivé il y a 3 semaines. Laissez-moi vous parler de Meridian Consulting aujourd'hui. 15 employés, 4 billions d'euros de revenus annuels. Des bureaux à Back Bay, Boston. Le genre d'adresse qui fait que les gens vous prennent au sérieux avant même que vous n'ouvriez la bouche. Je porte du quartier maintenant, non pas parce que j'ai besoin d'impressionner qui que ce soit, mais parce que j'ai gagné chaque pièce moi-même. Nous sommes spécialisés dans l'optimisation logistique, aidant les entreprises à rationaliser leur chaîne d'approvisionnement, à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est rentable, et je suis doué pour ça. Voici la partie qui vous ferait rire si ce n'était pas si douloureusement ironique. L'un de nos plus gros clients est Yvan Logistique, l'entreprise de mon père. Ils ont signé un contrat de service de 5 ans avec nous il y a 3 ans. Nous gérons l'optimisation de leurs itinéraires, la gestion de leurs entrepôts, le conseil et les négociations avec les transporteurs. Le contrat représente environ 40% de leurs revenus annuels en économies opérationnelles. Mon père n'en a aucune idée. Toutes les communications passent par mon équipe. Tous les contrats sont signés par mon directeur financier, Daniel Reeves. Les rares fois où Richard Yvan a fait l'éloge de Meridian Consulting lors d'événements de l'industrie, il faisait l'éloge du travail de sa propre fille. La fille dont il disait à tout le monde qu'elle ne valait rien. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une invitation officielle pour sa fête de départ à la retraite. Des lettres dorées en relief. Richard Yvan demande le plaisir de votre compagnie. J'ai failli la jeter. Failli. Mais ensuite, j'ai pensé à grand-mère Margaret, à 12 années de silence, à chaque promesse brisée et à chaque porte fermée au nez. J'ai répondu oui, non pas parce que je voulais une réconciliation, non pas parce que j'espérais que les choses avaient changé. J'y suis allé parce que je savais avec une certitude absolue que mon père ferait quelque chose d'impardonnable, et quand il le ferait, je voulais être là pour dire au revoir selon mes propres termes. Je ne savais tout simplement pas à quel point j'aurais raison. Le country club de Fairfield n'a pas changé en 30 ans. Les mêmes lustres Swarovski, le même service de voituriers prétentieux, la même foule de vieil argent et de nouvelles ambitions prétendant être à leur place ensemble. Je portais une robe noire Valentino, simple, élégante, chère. Les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, une montre Cartier, un sac Hermès Birkin. Tout ce que je possédais, je l'avais acheté moi-même. Cela comptait plus pour moi que les étiquettes. Linda m'a intercepté à l'entrée. Elle avait vieilli, mais pas son sourire. Toujours ce masque parfait de chaleur qui cachait quelque chose de plus froid en dessous. Sa robe était Chanel, ses diamants étaient gros, et ses yeux ont fait un inventaire rapide de ma tenue avant qu'elle ne parle. Heather, tu es venue. Son ton suggérait que c'était une surprise agréable et un inconvénient mineur. Ton père n'était pas sûr que tu aurais quelque chose d'approprié à porter. J'ai souri. Quelle délicatesse de sa part de s'inquiéter. À l'intérieur, 200 invités se mêlaient sous la lumière des cristaux. Le gratin des affaires du Connecticut, des banquiers, des avocats, des cadres, des politiciens. J'ai reconnu certains visages des anciens dîners de mon père. Aucun d'eux ne m'a reconnu. Marcus est passé en coup de vent avec une blonde mince comme un mannequin à son bras, sans même jeter un regard dans ma direction. Il racontait à quelqu'un sa vision de l'avenir de l'entreprise. Du Marcus classique. Toute la confiance, aucune substance. J'ai trouvé ma place assignée, la table 14, dans le coin le plus éloigné près de l'entrée de service avec des amis de la famille que je n'avais jamais rencontrés. Pas la table familiale, pas même proche. Je n'étais pas surprise, mais je l'ai noté. Un serveur a proposé du champagne. Dom Pérignon, rien que le meilleur pour la grande soirée de Richard Yvan. J'ai pris un verre. À l'autre bout de la pièce, j'ai croisé le regard de mon père. Il a hoché la tête une fois, un renvoi déguisé en reconnaissance,
puis s'est retourné vers ses vrais invités. La soirée ne faisait que commencer, et j'avais une place au premier rang pour assister au mépris de ma propre famille. J'ai appris au fil des ans que les meilleures informations s'obtiennent en restant silencieuse et en gardant les oreilles ouvertes. De ma table dans le coin, j'ai observé et écouté. L'acoustique de cette salle de bal portait les conversations mieux que les gens ne le réalisaient. Mon père tenait court près du bar, entouré de partenaires commerciaux. Je l'ai entendu parler de restructuration opérationnelle et de partenariat stratégique, un discours classique de cadre. Mais ensuite, Meridian Consulting a été transformateur pour nous, disait-il à un homme aux cheveux argentés que j'ai reconnu comme un cadre supérieur du transport maritime. Ils sont la colonne vertébrale de nos opérations maintenant. Quiconque dirige cette entreprise est un génie. L'autre homme a hoché la tête. J'essaie d'obtenir une réunion avec eux depuis des mois. C'est une opération très privée. Savez-vous qui est derrière? Mon père a haussé les épaules. Je ne les ai jamais rencontrés personnellement. Tout passe par leur équipe juridique et leur gestionnaire de compte. Mais honnêtement, je me fiche de savoir qui ils sont tant qu'ils continuent à produire des résultats. J'ai pris une gorgée de champagne pour cacher mon sourire. Mon téléphone a vibré. Un message texte de Daniel, mon directeur financier. Les documents de renouvellement du contrat d'Ivan Logistique sont arrivés aujourd'hui. Ils veulent 5 ans de plus. En attente de votre décision. J'ai répondu, j'aurai une réponse d'ici la fin de la semaine. Ce que mon père ne savait pas, ce que personne dans cette pièce ne savait, c'était que le contrat de Meridian avec Ivan Logistique arrivait à échéance. Si nous partions, ils perdraient 40% de leur efficacité opérationnelle du jour au lendemain. En logistique, ce n'est pas seulement un inconvénient. C'est une condamnation à mort. Je n'avais pas encore décidé quoi faire. Une partie de moi voulait garder la relation professionnelle séparée de la toxicité personnelle. Mais alors que je regardais mon père se prélasser dans les éloges pour le succès de son entreprise, un succès construit en partie sur mon travail, j'ai senti quelque chose changer. Ce soir allait tout déterminer. J'avais besoin de remplir mon verre de champagne. Ou peut-être avais-je juste besoin de bouger pour dissiper l'énergie étrange qui s'accumulait dans ma poitrine. Au bar, je suis tombé sur le peloton d'exécution de la famille élargie. Tante Suzanne, la jeune sœur de Linda, m'a repéré en premier. Son visage a fait cette chose où la surprise devient de la pitié devient de la condescendance en environ une demi-seconde. Heather, oh mon Dieu, je ne t'avais presque pas reconnu. Elle m'a regardé de haut en bas. Tu as l'air bien, toujours à Boston en train de faire quoi que ce soit que tu fasses, du conseil? J'ai dit la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Oh, comme c'est gentil. La façon dont elle l'a dit donnait l'impression que je lui avais dit que je collectionnais les capsules de bouteilles. Est-ce que tu fréquentes quelqu'un? Ton père a mentionné que tu étais toujours célibataire. 32 ans, c'est ça? Le temps passe vite. Avant que je puisse répondre, oncle David s'est joint à nous. Richard me disait justement que tu cherches encore ta voie. Il n'y a rien de mal à être un épanouissement tardif, je suppose. Tout le monde n'est pas fait pour le succès traditionnel. J'ai réalisé avec une clarté froide ce qui s'était passé. Mon père les avait informés, leur avait donné des points de discussion sur la déception de la famille, avait établi le récit avant même mon arrivée. Richard a dit que tu avais eu quelques difficultés émotionnelles après avoir quitté l'école, a poursuivi tante Suzanne, baissant la voix d'un ton complice. Des problèmes de santé mentale. C'est tellement courageux de ta part de venir ce soir malgré tout. J'ai senti ma prise se resserrer sur mon verre de champagne. Pas par blessure. J'avais dépassé cela depuis longtemps. Par la pure audace. J'apprécie l'inquiétude, ai-je dit, gardant ma voix stable. Mais je vais très bien, en fait. Mieux que je ne l'ai jamais été. Ils ont échangé des regards, le genre qui dit, la pauvre ne sait même pas à quel point elle est tombée bas. Je me suis excusé avant de dire quelque chose que je regretterais, mais un plan se formait dans mon esprit. Froid, clair, inévitable. Marcus m'a trouvé sur la terrasse regardant le terrain de golf. L'air de septembre était frais, et les étoiles commençaient tout juste à apparaître. Tiens, sa voix venait de derrière moi, lourde de mépris. La fille prodigue. Je ne me suis pas retourné. Marcus. Il s'est approché de moi assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Tom Ford, probablement un cadeau de notre père.
Papa est sur le point de prononcer son discours. Je voulais m'assurer que tu ne prévoyais pas de scène dramatique. Pourquoi ferais-je cela? Parce que tu as toujours été jalouse. Il l'a dit comme si c'était un fait établi. La façon dont tu es parti en trombe après la décision sur les frais de scolarité. La façon dont tu as disparu à Boston comme un animal blessé. Tu ne t'en es jamais remise. Maintenant je me suis retourné, j'ai regardé mon demi-frère dans son costume à 5000 €, sa Rolex, ses cheveux parfaitement coiffés. C'est ce que tu te dis. Ses yeux se sont durcis. J'ai entendu dire que tu as lancé une sorte d'entreprise là-haut pour jouer à la femme d'affaires. Il a ri, court et cruel. Combien de temps avant qu'elle ne fasse faillite? 6 mois? 1 an? Ensuite tu reviendras en rampant, suppliant papa de t'aider. Je ne le ferai pas. Tu le feras. Tu le fais toujours. Tu es faible, Heather. Tu l'as toujours été. J'aurais pu lui parler de Méridian, du contrat, de la façon dont le succès de sa précieuse entreprise était construit sur le travail de la sœur qu'il méprisait. Mais je ne l'ai pas fait parce que certaines révélations nécessitent la bonne scène. Tu sais quoi, Marcus? Tu peux croire ce qui te fait te sentir mieux. J'ai commencé à passer à côté de lui. Mais je te promets ceci. Après ce soir, tu vas souhaiter m'avoir traité différemment. Son rire m'a suivi à l'intérieur, méprisant, arrogant. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Aucun d'eux ne le savait. Les lumières de la salle de bal ont baissé. Un projecteur a éclairé la scène. Mon père a gravi les marches sous un tonnerre d'applaudissements. Le héros conquérant de la logistique du Connecticut, tirant sa révérence finale. Merci. Merci, a-t-il dit, sa voix portant cette chaleur pratiquée qu'il avait perfectionnée pendant des décennies. 40 ans dans ce métier. Ça a été une aventure incroyable. Des rires, plus d'applaudissements. Il a commencé son discours en remerciant les partenaires, les employés, les mentors, remerciant Dieu, remerciant la chance, s'attribuant le mérite de tout. Puis est venu le segment familial. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans mon incroyable épouse, Linda. Il a fait un geste vers sa table. 30 ans à supporter mes nuits tardives et mes voyages d'affaires. Tu es une sainte. Plus d'applaudissements. Linda s'est tamponnée les yeux parfaitement au bon moment. Et mon fils Marcus, qui prendra la relève en tant que président-directeur général en janvier, Richard rayonnait de fierté. L'avenir d'Ivan Logistique. Je ne pourrais pas être plus fier. Ovation debout. Marcus s'est levé, a salué, l'image même de la royauté d'entreprise. Puis les yeux de mon père m'ont trouvé et quelque chose a changé dans son expression. Quelque chose de méchant. Et bien sûr, ma fille, Heather. Le projecteur a pivoté vers ma table. J'ai senti 200 paires d'yeux se tourner vers moi. Pas de diplôme, pas de vraie carrière, juste un parasite pour la famille. Il a fait une pause pour l'effet comique. Mais, au moins elle est venue ce soir. Peut-être qu'un jour elle trouvera un mari riche pour prendre soin d'elle. La pièce a éclaté de rire. De vrai rire. Le genre qui vient de personnes qui pensent être dans le coup d'une blague, ne réalisant pas qu'ils regardent la cruauté déguisée en comédie. Je suis resté parfaitement immobile. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas détourné le regard. J'ai juste attendu que les rires s'estompent. Et puis je me suis levé. La salle est devenue silencieuse alors que je me levais. Je pouvais sentir tous les yeux sur moi. Certains curieux, certains pitoyables, certains se préparant déjà à assister à une dépression. La fille instable craquant finalement sous la plaisanterie inoffensive de son père. J'ai pris mon verre de champagne. Lentement, délibérément, le sourire de mon père a légèrement vacillé. Il ne s'attendait pas à ce que je réagisse. Je ne le faisais jamais. J'étais censé m'asseoir là et encaisser comme je l'avais toujours fait. J'ai levé le verre vers lui. Félicitations pour ta retraite, papa. Ma voix était claire, stable, assez forte pour que chaque microphone de la pièce la capte. 40 ans dans les affaires. Tout un exploit. J'ai fait une pause. Tu m'as beaucoup appris sur le travail acharné, sur le sacrifice, sur le type exact de loyauté que la famille peut attendre de toi. Le silence était absolu maintenant. Je pouvais entendre le blason de quelqu'un teinté dans son verre à 3 tables de là.
Alors, à toi. J'ai levé mon champagne plus haut. Santé. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. J'ai reposé le verre sans boire. Puis j'ai pris mon sac Birkin, je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. Mes talons Louis Vuitton claquaient sur le parquet. Le seul son dans cette pièce caverneuse. Je n'ai pas couru, je ne me suis pas précipité, j'ai juste marché, la colonne vertébrale droite, la tête haute. Derrière moi, le silence. Un silence complet, total, dévastateur. Quelqu'un a halté. Quelqu'un d'autre a chuchoté quelque chose que je ne pouvais pas entendre, mais la plupart du temps il n'y avait que l'écho de mes pas et 200 personnes essayant de digérer ce dont elles venaient d'être témoins. La fille qui était censée être brisée venait de partir selon ses propres conditions. J'ai poussé les doubles portes et je suis sorti dans la nuit. Et pour la première fois en 12 ans, je pouvais respirer. J'étais presque à ma voiture, une Tesla Model S, plaque personnalisée noire indiquant Monsieur Dia 1, quand j'ai entendu des pas derrière moi. Heather. Heather, arrête-toi tout de suite. La voix de Linda, stridente et furieuse. J'ai continué à marcher. Que penses-tu être en train de faire? Elle m'a attrapé les bras, me faisant faire demi-tour. Son visage était rouge sous les lumières du country club. Son calme prudent s'était fissuré. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Tu as humilié ton père devant tout le monde. J'ai regardé sa main sur mon bras jusqu'à ce qu'elle la retire. Je l'ai humilié, ai-je demandé doucement. Je pense que vous vous trompez de sens. Mon père est apparu derrière elle, son visage un nuage orageux. 200 invités regardaient probablement depuis les fenêtres. Il en était conscient. Je pouvais le voir calculer. Retourne à l'intérieur, a-t-il dit, sa voix basse et dangereuse. Présente tes excuses maintenant. Non. Le mot est resté suspendu en l'air entre nous. Ce n'est pas une négociation, Heather. Je suis ton père. Je te dis. Tu me dis quoi? Je l'ai coupé. Quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Que je devrais retourner là-dedans et te laisser continuer à m'utiliser comme ta cible de blague. Que je devrais sourire pendant que tu dis à 200 personnes que je ne vaux rien. C'était une blague. C'était la vérité de la façon dont tu me vois. Et j'ai fini de faire semblant du contraire. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Mon père s'est avancé. Si tu pars maintenant, c'est fini. Tu me comprends? Plus de famille, plus de soutien, rien. J'ai presque ri. Papa, tu m'as coupé les ponts il y a 12 ans. Tu n'avais juste pas le courage de le dire à voix haute. Je me suis glissé sur le siège du conducteur. Ce soir, je le dis pour nous deux. J'ai démarré le moteur. Au revoir. Et je suis parti. Je me suis garé sur une aire de repos à environ 20 minutes de Fairfield et je me suis assise dans ma voiture, le moteur tournant au ralenti, les mains toujours sur le volant. Pendant un long moment, j'ai juste respiré. D'accord, laissez-moi sortir de l'histoire une seconde et vous parler directement. Je sais que certains d'entre vous qui regardent cela ont traversé quelque chose de similaire. Peut-être pas une fête de départ à la retraite, peut-être pas 200 témoins, mais ce sentiment d'être la déception de la famille, celle dont ils parlent en chuchotant, celle dont ils refusent de voir le succès, je sais que vous comprenez. Si vous vous êtes déjà assis lors d'une réunion de famille pendant que quelqu'un faisait de vous sa cible de blague, si vous avez déjà souri à travers la douleur parce que faire une scène ne ferait que leur donner raison. Si vous avez déjà aimé des personnes qui vous ont fait vous sentir invisible, cette histoire est pour vous. Alors, voici ce que je demande. Si quelque chose de tout cela résonne en vous, laissez un commentaire, racontez-moi votre histoire, ou faites-moi simplement savoir que vous êtes là. Parce qu'honnêtement, savoir que je ne suis pas seul là-dedans, cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, et croyez-moi, la partie suivante est celle où tout change. Assurez-vous d'être abonné, appuyez sur cette cloche, car ce que mon père a découvert dans les semaines qui ont suivi cette fête, eh bien, disons simplement qu'il a appris à quel point il avait tort à mon sujet. Maintenant, retour à l'histoire. Le matin après la fête, je me suis réveillé dans mon appartement de Boston en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les familles comme la mienne ne lâchent pas prise si facilement. Ils allaient essayer de contrôler le récit, de tourner l'histoire à leur avantage,
de faire de moi la méchante. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais quelque chose dont il ne pouvait pas se sortir. Laissez-moi vous parler de la semaine qui a suivi. Cela a commencé par des messages textes. Pas de mon père. Il était trop fier pour ça. Mais de cousins, de tantes, d'amis de la famille, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, soudainement très inquiets pour mon état mental. Heather, j'ai entendu parler de la fête. Ton père dit que tu as des difficultés. As-tu besoin d'aide? Suzanne m'a dit que tu as eu une sorte de dépression. Nous sommes tous inquiets pour toi, ma chérie. Ton père t'aime. Il veut juste ce qu'il y a de mieux. Peut-être devrais-tu t'excuser et rentrer à la maison. Le récit était déjà en train d'être écrit. Pauvre Heather. Instable, jalouse, a eu une sorte d'épisode à la fête. Richard Ivan, père patient et aimant, faisant de son mieux avec une fille troublée. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Puis est venu l'appel le plus intéressant. Mon téléphone a sonné le mardi après-midi. Un numéro du Connecticut que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu quand même. Mademoiselle Ivan, c'est James Crawford. Je suis un associé chez Ivan Logistique. La voix était polie, professionnelle. J'appelle au nom de Richard, il aimerait discuter de la réconciliation. Vraiment? Entre vous et moi, il y a eu des bavardages inquiétants concernant votre connexion à certains partenaires commerciaux. Des rumeurs? Probablement rien. Mais Richard a pensé qu'il serait bon de clarifier les choses. J'ai eu froid. Des rumeurs? Des partenaires commerciaux? Il pêchait des informations. Quel genre de rumeurs, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Oh, quelque chose à propos de nos partenaires de conseil chez Meridian. Quelqu'un a cru vous avoir vu à leur bureau une fois. Je suis sûr que c'est un malentendu. Mon esprit s'emballait. Comment? Qui m'avait vu et quand? Je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence, ai-je dit. Mais s'il vous plaît, dites à mon père que je n'ai rien à discuter avec lui. J'ai raccroché. Il se rapprochait, plus près que je ne l'avais réalisé. Il était temps d'arrêter d'attendre et de commencer à agir. Pendant que je recevais des messages inquiets à Boston, mon père faisait face à un autre type de crise dans le Connecticut. J'ai appris plus tard, beaucoup plus tard, ce qui s'était passé dans cette salle de conférence. Richard Ivan était entré dans ce qui aurait dû être une réunion trimestrielle de routine. Au lieu de cela, son directeur financier avait l'air d'avoir vu un fantôme. Nous avons un problème avec Meridian Consulting, a déclaré le directeur financier, faisant glisser un dossier sur la table en acajou. Leur contrat arrive à échéance dans 6 mois. Ils n'ont pas répondu à notre offre de prolongation. Richard a froncé les sourcils. Alors envoyez une autre offre. Augmentez les conditions si vous le devez. Nous avons essayé 3 fois. Leur équipe juridique dit juste en cours d'examen. Alors appelez directement leurs dirigeants. Nous avons essayé ça aussi. Le directeur financier a bougé inconfortablement. Monsieur, Meridian Consulting est extrêmement privé. Personne ne rencontre leur direction. Tout passe par des intermédiaires. Le froncement de sourcils de Richard s'est accentué. Nous travaillons avec eux depuis 3 ans. Quelqu'un a bien dû les rencontrer. Non, monsieur. Ça n'a été que des réunions virtuelles, des représentants légaux, des gestionnaires de comptes. Personne dans cette entreprise n'a jamais rencontré les véritables propriétaires. Un long silence. S'ils nous quittent, a poursuivi le directeur financier, nous perdons 40% de notre efficacité opérationnelle du jour au lendemain. Il faudrait au moins 18 mois pour trouver un remplaçant, et c'est optimiste dans ce marché. Je sais ce que ça veut dire, a rétorqué Richard. Il a fixé le dossier. Quelque chose le tracassait. Le timing, le silence, le fait que cela se produise juste après. Découvrez qui possède cette entreprise, a-t-il dit. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Je veux un nom d'ici la fin de la semaine. Ce que Richard ne savait pas, ce qu'il était sur le point de découvrir, c'était que le nom qu'il cherchait figurait déjà sur son arbre généalogique. Jeudi soir, mon téléphone a sonné. Linda. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Heather, chérie. Sa voix était de miel et de sucre. La performance de sa vie. J'ai été tellement inquiète pour toi.
Vraiment? Bien sûr. Ta famille. C'est ce que fait la famille. Elle a ri doucement comme si nous partagions une blague privée. Écoute, à propos de la fête, ton père se sent très mal. Il ne pensait pas ce qu'il a dit. Tu sais comment il est. Il était nerveux en essayant d'être drôle. Il a dit que je n'avais pas d'avenir et aucune valeur devant 200 personnes. Il exagère quand il est anxieux. Tu le sais. Linda a fait une pause, recalibrant. Pourquoi ne viendrais-tu pas à la maison ce week-end? Nous pourrions dîner. Juste nous quatre. Clarifier les choses. Repartir à zéro. Je pouvais l'imaginer assise dans ce salon immaculé, répétant cet appel, planifiant exactement sur quel bouton appuyer. La mère inquiète, la pacificatrice, le pont entre la fille troublée et le père blessé. Est-ce que papa veut s'excuser, ai-je demandé. Une légère hésitation. Il veut aller de l'avant. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Donc, pas d'excuses. Heather, ne sois pas difficile. Nous essayons de t'aider. M'aider? Maintenant? J'ai ri. Linda, tu as passé 22 ans à t'assurer que je sache que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille. Maintenant tu appelles pour m'aider. Pourquoi? Une autre pause, plus longue cette fois. Je pense que nous savons toutes les deux qu'il se passe plus de choses ici qu'un simple drame familial, a-t-elle dit, sa voix perdant sa chaleur. Quoi que tu prépares, et je sais que tu prépares quelque chose, il serait préférable pour tout le monde que tu rentres à la maison et que nous en discutions. Non. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Il savait quelque chose. Il ne savait juste pas encore à quel point il devait avoir peur. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au bureau d'Eleanor Smith dans le centre-ville de Boston. Eleanor avait été l'avocate de ma grand-mère, et depuis lors, celle de Montfond en fiducie. Son bureau était élégant et efficace. Verre et acier, vu sur les toits de Boston, le genre d'endroit où se traitaient des affaires sérieuses. Je vous attendais, a-t-elle dit quand je suis entré. Je suppose qu'il s'agit d'Ivan Logistique. Ils enquêtent sur Meridian, essaient de découvrir qui la possède. Eleanor a hoché la tête sans surprise. Votre anonymat allait toujours être temporaire. La question est, comment voulez-vous que cela se déroule? Elle a étalé des documents sur son bureau. Le contrat de Meridian avec Ivan Logistique, chaque clause, chaque terme de renouvellement, chaque condition de sortie, les documents du fonds en fiducie, les papiers de constitution de la société. Votre contrat comprend un préavis de résiliation standard de 30 jours, a déclaré Eleanor en pointant la section pertinente. Vous pouvez mettre fin à l'accord pour n'importe quelle raison. Pas de pénalité, pas d'exposition juridique. Et le fonds en fiducie de votre grand-mère. Complètement séparé de la succession de la famille Ivan, juridiquement inattaquable. Richard n'a aucun droit sur tout cela, même s'il essayait de contester. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Margaret s'en est assurée. J'ai regardé les papiers. Tout était en ordre. Tout était légal. Chaque lettre était précise. Qu'est-ce que ma grand-mère a dit à propos de tout cela quand elle a créé le fonds en fiducie? Eleanor a souri tristement. Elle a dit, un jour, Heather aura besoin d'un moyen de pression, et quand ce jour viendra, je veux qu'elle l'ait. J'ai senti des larmes piquer mes yeux. Grand-mère Margaret, me protégeant même depuis la tombe. Elle a également dit autre chose, a ajouté Eleanor. Dites-lui de ne pas être cruel à ce sujet. Juste d'être honnête. Parfois, la vérité est une punition suffisante. J'ai hoché la tête. La vérité ce serait. Ensuite, cet après-midi-là, je me suis assise avec Daniel Reeves, mon directeur financier, dans la salle de conférence de Meridian. Daniel était avec moi depuis l'année 2. Il savait tout sur ma famille, sur Ivan Logistique, sur les raisons pour lesquelles j'avais gardé mon nom hors de la paperasse. Il était loyal, compétent et ce qui se rapprochait le plus d'un véritable allié. Ils veulent renouveler le contrat, a-t-il dit en faisant défiler l'écran de sa tablette. 5 ans de plus, en fait, ils augmentent les conditions de 12%. Ils sont nerveux. Ils devraient l'être. J'ai affiché les projections financières sur l'écran de la salle de conférence. Les chiffres ne mentent pas. Et ces chiffres racontaient une histoire dévastatrice. Si nous partions,
Yvan Logistique perdait 40% de son efficacité opérationnelle en 60 jours. En logistique, ce n'est pas une baisse, c'est une chute libre. Leurs clients commenceraient à chercher ailleurs. Leur marge s'effondrerait. Daniel a hoché la tête. Marcus vient de prendre la relève en tant que président-directeur général. Si cela frappe sous sa garde, sa réputation est finie avant même d'avoir commencé. Nous sommes restés assis avec cela pendant un moment. C'était surréaliste, détenir autant de pouvoir sur des personnes qui avaient passé des décennies à me faire me sentir impuissante. « Que voulez-vous faire » a demandé Daniel. J'avais réfléchi à cela pendant des jours. Au mot de grand-mère Margaret, à la vengeance contre la vérité, au genre de personne que je voulais être. Rédiger la lettre de résiliation, ai-je dit finalement. Préavis de 30 jours selon les termes du contrat. Pas de méchanceté, pas d'accusation, juste les affaires. Et la raison ? Repositionnement stratégique. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir officiellement. J'ai fait une pause. Mais je vais aussi écrire une lettre personnelle à mon père. Une enveloppe séparée. Il mérite de savoir exactement de qui il a dépendu et exactement pourquoi cela prend fin. Daniel a hoché la tête. Quand voulez-vous l'envoyer ? Lundi. À la première heure. Fini d'attendre. Fini de se cacher. J'ai passé tout le dimanche à écrire cette lettre. Pas l'avis de résiliation officielle. Daniel s'en est chargé. Le langage professionnel, les dispositions légales, l'explication clinique de restructuration du portefeuille de clients qui irait dans le dossier. J'ai écrit la lettre personnelle, la vérité. J'ai fait 7 brouillons. Le premier était trop en colère. Des pages d'accusation, chaque blessure cataloguée et condamnée. Le deuxième était trop froid. Le troisième était trop désespéré. La version finale était simple, propre, factuelle. Cher papa, tu as dit que je n'avais pas d'avenir. Tu as dit à 200 personnes que je ne valais rien. Je veux que tu saches quelque chose. L'entreprise que tu as appelée la colonne vertébrale d'Yvan Logistique, Meridian Consulting, est la mienne. Je l'ai construite. Je la possède. Pendant 3 ans, la fille que tu as rejetée a été une pierre angulaire de ton entreprise. Je mets fin à notre contrat, non pas par vengeance, mais comme limite. Grand-mère Margaret m'a laissé un fonds en fiducie dont tu n'as jamais eu connaissance. Elle a vu ce que tu ne pouvais pas voir, que je valais la peine qu'on investisse en moi. Tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même avec sa foi et sans ton soutien. Je n'ai pas besoin que tu t'excuses. Je n'ai pas besoin que tu comprennes. J'ai juste besoin que tu saches que je ne suis pas ce que tu as dit que j'étais. Je ne l'ai jamais été. Ne me contacte plus. Heather Margaret Yvan. J'ai inclus mon deuxième prénom délibérément, le nom que j'avais ajouté il y a 3 ans en l'honneur de la seule personne de ma famille qui avait cru en moi. J'ai également inclus une photocopie des documents de constitution de Meridian. Mon nom en tant que propriétaire unique clairement visible. J'ai lu la lettre 3 fois, vérifié les fautes de frappe, vérifié l'excès d'émotion, je n'en ai trouvé aucun, juste la vérité. Parfois, j'ai pensé que c'était l'arme la plus dévastatrice de toutes. Lundi 9h. Confirmation du coursier. Le colis était arrivé au siège d'Yvan Logistique. Quelqu'un du nom de Patricia Chen avait signé pour le recevoir. L'assistante de direction de Richard. Je me souvenais d'elle de mon enfance. Je me suis assise dans mon bureau, regardant mon téléphone, attendant. 10h15. Appel manqué de Richard Yvan. 10h17. Appel manqué de Richard Yvan. 10h23. Appel manqué de Marcus Yvan. 10h31. Appel manqué de Linda Yvan. 10h45. Appel manqué de Richard Yvan. 11h02. Message texte de Richard. Appelle-moi maintenant. 11h15. Message texte de Marcus. C'est quoi ce bordel ? Appelle-nous. 11h34. Message texte de Linda. Heather, ce n'est pas drôle. Décroche ton téléphone. À midi, j'avais 12 appels manqués, 8 messages textes et 2 messages vocaux que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'avais attendu 12 ans pour ce moment. Il pouvait attendre quelques heures de plus.
À 14 heures, mon assistante a frappé à ma porte. Mademoiselle Yvan, il y a une famille qui dit avoir besoin de vous voir immédiatement. Ils sont dans le hall. Ainsi, ils avaient conduit jusqu'à Boston. 5 heures de circulation et de panique juste pour me confronter en personne. J'ai pris une grande inspiration, vérifié mon reflet dans la vitre, arrangé ma veste. Envoyez-les dans la salle de conférence B, ai-je dit. J'y serai dans 5 minutes. C'était le moment. La conversation que j'avais imaginée 1000 fois. La confrontation à laquelle je m'étais préparé sans savoir quand elle arriverait. J'ai pensé à grand-mère Margaret, à sa lettre, à sa foi en moi. Ne sois pas cruel, avait-elle dit. Sois juste honnête. Je me suis levé, j'ai lissé ma jupe et j'ai marché vers la salle de conférence. Il était temps d'être honnête. La salle de conférence B avait des murs en verre. Je l'avais choisie délibérément. Mes 15 employés pouvaient voir à l'intérieur, bien qu'ils ne pouvaient pas entendre. Des témoins, non pas pour humilier qui que ce soit, mais pour s'assurer que la réunion reste civile. Richard, Linda et Marcus se tenaient regroupés près de la fenêtre, regardant les toits de Boston. Ils ne s'étaient jamais attendus à voir de cette perspective, depuis mon domaine, mon territoire. Mon père s'est retourné quand je suis entré. Son visage était gris, plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Heather. Sa voix s'est brisée sur mon prénom. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, papa. Linda. Marcus. J'ai pris place en bout de table de conférence. Calme, professionnel. Je suppose que vous avez reçu ma lettre. Ta lettre? Marcus s'est avancé, pointant son doigt vers moi. Tu ne peux pas juste. Ce n'est pas. Assieds-toi, Marcus. Ma voix était calme mais ferme. Je ne discuterai de rien avec vous en criant à travers la pièce. Il a regardé mon père, incertain. Richard a hoché la tête brusquement. Ils se sont assis. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Finalement, Richard s'est penché en avant. Tout cela est une sorte de malentendu. Quelle partie? Meridian Consulting. Tu ne peux pas posséder une entreprise comme ça. Tu ne l'as pas fait. Je l'ai fait. J'ai fait glisser un dossier sur la table. Enregistrement de la société, déclaration fiscale, liste de clients. Il y a 3 ans, ton entreprise a signé un contrat avec la mienne. Tu as loué mon travail lors d'événements de l'industrie. Tu nous as qualifiés de transformateurs. Tu ne savais juste pas que tu me louais, moi. Le visage de Linda avait pâli. Mais tu n'as pas de diplôme. Tu n'étais qu'une. Une quoi, Linda? Une déception? Un échec? J'ai secoué la tête. J'étais une jeune femme de 20 ans à qui on a dit de sacrifier son avenir. J'ai quand même construit quelque chose. Silence. Mon père fixait les documents comme s'ils pouvaient s'enflammer s'il les regardait assez fixement. D'accord. La voix de Richard était tendue, le masque de sang-froid d'entreprise se fissurant. Je m'excuse. Je m'excuse pour la fête. Est-ce ce que tu veux entendre? Je suis désolé. Maintenant, pouvons-nous parler du contrat? Tu es désolé parce que tu as besoin de quelque chose de moi. Ce n'est pas une excuse. Pour l'amour de Dieu, Heather. Marcus a claqué la paume de sa main sur la table. Sais-tu ce qui se passe si tu annules ce contrat? 20% de nos effectifs seront licenciés à cause de ta petite vengeance. Ce n'est pas une vengeance. C'est une décision commerciale. Il était debout maintenant, les veines de son cou visibles. Tu as planifié ça pendant des années, attendant de nous détruire. C'est malade. Je n'ai rien planifié. J'ai gardé ma voix égale. J'ai construit une entreprise. Ton entreprise a choisi de devenir dépendante de la mienne. Ce n'est pas de ma faute. Tu aurais pu nous le dire, est intervenue Linda, la voix aiguë et tendue. Tu aurais pu dire quelque chose. Quand? Quand vous m'avez dit que je n'avais pas besoin d'éducation parce que je trouverais un mari? Quand vous avez répandu des rumeurs selon lesquelles j'avais des problèmes de santé mentale quand? Elle n'avait pas de réponse. Je me suis tourné vers mon père. Tu veux savoir la pire partie, papa? J'aurais maintenu le contrat. Je ne prévoyais rien de tout cela.
Mais ensuite tu t'es tenu devant 200 personnes et tu leur as dit que je ne valais rien, que je n'avais pas d'avenir. J'ai fait une pause. Tu as choisi cela, pas moi. La mâchoire de Richard a travaillé. Pendant un instant, juste un instant. J'ai cru voir quelque chose comme de la reconnaissance dans ses yeux, comme s'il comprenait enfin ce qu'il avait fait. Puis ça a disparu. Que veux-tu, a-t-il demandé platement. Rien que tu ne puisses me donner. Il doit bien y avoir quelque chose. Tu n'écoutes pas. Je ne veux rien de toi. Je n'en ai jamais voulu. Je veux juste que tu saches la vérité. Bien. La voix de Richard est devenue froide. La vulnérabilité avait disparu, remplacée par l'acier que j'avais connu toute ma vie. Si c'est comme ça que tu veux jouer, tu quittes cette famille. C'est fini pour toi. Pas d'héritage, rien. J'ai presque ri. Papa, tu m'as coupé les ponts à 20 ans. Quel héritage? Je pourrais rendre les choses très difficiles pour toi. J'ai des relations, des avocats. Sur quelle base? Je me suis penché en avant. Chaque document est légal. Chaque contrat a été signé de bonne foi. Il n'y a rien ici pour lequel tu puisses me poursuivre, et nous le savons tous les deux. Il m'a foudroyé du regard. Ne sois pas si sûr. En fait, je suis sûr parce que mon avocate, qui était aussi l'avocate de grand-mère Margaret, a déjà examiné chaque angle possible. J'ai laissé cela s'imprégner. Tu te souviens d'Eleanor Smith? Margaret l'a utilisé spécifiquement parce qu'elle savait que tu essaierais quelque chose comme ça un jour. Linda a halté. Margaret était au courant de tout cela. Elle m'a laissé un fonds en fiducie, 800 000 €, spécifiquement structuré pour que vous ne puissiez pas y toucher. J'ai sorti une photocopie du document du fonds. Elle savait exactement quel genre de famille elle avait élevé. C'est pourquoi elle m'en a protégé. Le visage de Richard est passé du rouge au blanc. Elle n'en avait pas le droit. Elle en avait tous les droits. C'était son argent. Je me suis levé. Cette réunion est terminée. Heather, nous n'avons pas fini. J'ai dit tout ce que j'étais venu dire. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Encore une chose. Si vous me contactez à nouveau, appel, message texte, vous pointez à mon bureau. Je publierai chaque email, chaque document, chaque trace de la façon dont cette famille m'a traité. Tout cela est légal. Tout cela est sauvegardé. Et tout cela ferait une histoire très intéressante pour la presse économique. J'ai ouvert la porte. La réceptionniste vous accompagnera à la sortie. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte à les regarder se ressaisir. 3 personnes qui avaient passé toute ma vie à me faire me sentir petite semblaient maintenant très petites elles-mêmes. Mon père s'est levé lentement comme un vieil homme soudainement conscient de son âge. Linda a serré son sac à main comme un bouclier. Marcus m'a regardé avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Plus de mépris, mais de la peur. Ce n'est pas fini, a dit Marcus. Si, ça l'est. Je le pensais. Chaque mot. J'ai passé 12 ans à construire une vie que vous avez essayé de me convaincre que je ne pouvais pas avoir. Je l'ai fait sans votre aide, sans votre approbation, sans votre permission, et je continuerai à le faire sans aucun de vous dans ma vie. La lèvre inférieure de Linda a tremblé. La performance de l'inquiétude maternelle. Heather, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous partageons le même sang, Linda. C'est tout ce que nous partageons. J'ai tenu la porte plus grande ouverte. Je ne demande pas d'excuses. Je ne demande pas de réconciliation. J'établis une limite. Ne me contactez plus. Ne me mentionnez pas à vos amis, vos collègues, qui que ce soit. Laissez-moi juste partir. Richard s'est arrêté devant moi. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. Père et fille, des étrangers qui partagent par hasard un nom de famille. Tu nous détestes vraiment à ce point, a-t-il demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Non, papa. Je ne te déteste pas. C'est ce que tu ne comprends pas. J'ai soutenu son regard fermement. Je n'ai juste plus besoin de toi. Et c'est quelque chose avec lequel tu devras apprendre à vivre. Il n'avait aucune réponse à cela. Ils sont sortis par le hall en passant devant mes employés qui faisaient soigneusement semblant de ne pas regarder.
Les portes en verre se sont refermées derrière eux. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis remis au travail. D'accord, laissez-moi faire une pause ici encore. Si vous regardez toujours, tout d'abord, merci. Ce n'est pas facile à raconter, et savoir que vous écoutez signifie plus que vous ne le savez. Si vous pensez que c'est là que l'histoire se termine, ce n'est pas le cas. Les retombées de cette réunion se sont propagées plus loin que je ne m'y attendais. Quand j'ai envoyé cette lettre de résiliation, je pensais que j'établissais simplement une limite, protégeant ma paix, m'éloignant des personnes qui m'avaient blessé. Je n'avais pas prévu ce qui arriverait à Yvan Logistique ou à la réputation de mon père ou au secret de famille qui allait éclater une fois que les gens commenceraient à parler. Voici ma demande. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir à votre propre famille, à vos propres limites, à votre propre valeur, appuyez sur ce bouton j'aime. Cela aide plus que vous ne le savez. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Activez les notifications car la fin de cette histoire, c'est compliqué. C'est désordonné. Et cela m'a appris quelque chose sur la vengeance auquel je ne m'attendais pas. De plus, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire me disant, avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille? Était-ce comme de la liberté ou comme un deuil? Ou peut-être les deux. J'ai lu chaque commentaire sur mes histoires précédentes, et ils m'ont aidé à me sentir moins seul là-dedans. Alors, s'il vous plaît, partagez vos pensées. Maintenant, retour à l'histoire. Une semaine après cette confrontation dans mon bureau, j'ai reçu un appel téléphonique de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Quelqu'un qui avait des informations qui ont changé tout ce que je pensais savoir sur ma famille et sur la raison pour laquelle il m'avait vraiment traité de cette façon. Laissez-moi vous parler de cet appel. L'appelant était mon oncle Robert, le jeune frère de mon père. Robert avait toujours été le mouton noir de la famille Yvan, un artiste, un rêveur, celui qui ne s'était pas lancé dans les affaires. Je ne l'avais pas vu depuis l'enterrement de ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'une décennie. Heather. Sa voix était plus vieille, plus rauque. J'ai entendu ce qui s'est passé à la fête, au bureau de Richard. Les nouvelles voyagent vite. Petite communauté. Il a fait une pause. Écoute, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années, mais j'étais trop lâche. Je me suis assise lentement. J'écoute. Quand ton père a dit que la famille ne pouvait pas se permettre à la fois tes frais de scolarité et ceux de Marcus, c'était un mensonge. Je sais. J'ai compris ça. Non, tu ne comprends pas. Ce n'était pas seulement qu'il y avait de l'argent disponible. Il y avait un fonds spécifique. Ta mère l'a mis en place avant sa mort pour ton éducation. Assez pour couvrir 4 années complètes dans n'importe quelle école du pays. Mon cœur s'est arrêté. Richard l'a vidé, l'a utilisé pour le master en administration des affaires de Marcus, puis t'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. La voix de Robert s'est brisée. Ta mère voulait que tu aies le choix, Heather. Richard te l'a volé. La pièce a basculé. J'ai agrippé le bord de mon bureau. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que j'avais peur de Richard. Nous l'étions tous. Robert a expiré. Margaret, ta grand-mère? Elle l'a découvert. C'est pourquoi elle a créé le fonds en fiducie pour toi. Elle ne pouvait pas récupérer l'argent de ta mère, mais elle pouvait s'assurer que Richard ne prenne rien d'autre. J'ai pensé à la lettre de grand-mère Margaret. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Elle le savait depuis le début. Pourquoi me le dis-tu maintenant, ai-je demandé. Parce qu'il est temps que la vérité éclate. Toute la vérité. Il n'avait pas terminé. 2 mois après que j'ai mis fin au contrat de Méridian, les conséquences sont devenues publiques. Je n'essayais pas de surveiller ce qui arrivait à Yvan Logistique. Honnêtement, j'essayais de passer à autre chose. Mais dans le monde des affaires du Connecticut, les nouvelles voyagent vite, surtout les mauvaises nouvelles. L'entreprise a annoncé une réduction des effectifs de 20%. 70 employés licenciés juste avant les vacances. Le communiqué de presse blâmait les conditions du marché et la restructuration stratégique, mais tout le monde connaissait la vraie histoire. Leur plus grand partenaire de conseil était parti et ils ne pouvaient pas s'en remettre. Marcus, à peine 3 mois dans son rôle de président-directeur général, était déjà remis en question par le conseil d'administration.
sa vision pour l'avenir s'effondrait sous le poids des ponts brûlés par son père. Richard est sorti de sa retraite pour aider à gérer la crise. La sortie triomphale qu'il avait planifiée, l'héritage qu'il avait construit, s'effondrait. Mais les véritables dommages concernaient leur réputation. La nouvelle s'est répandue. Pas par moi. J'ai gardé la bouche fermée. Mais 200 personnes avaient regardé mon père humilier sa fille à cette fête. Et quand ces mêmes personnes ont entendu que la fille était en fait le partenaire commercial le plus important de son entreprise, les murmures ont commencé. Avez-vous entendu parler de Richard Ivan? Il s'est moqué de sa propre fille. Il s'avère qu'elle maintenait son entreprise à flot. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche avec cette famille. Dans les cercles d'affaires du Connecticut, la réputation est tout. Et celle de Richard s'effondrait. Un ancien collègue m'a dit que lors d'un récent dîner de l'industrie, Richard s'est assis seul. Personne ne voulait être associé à l'homme qui avait publiquement renié la fille qui avait secrètement été sa colonne vertébrale. Je ne me suis pas sentie triomphante en entendant cela. Je ne me suis pas sentie satisfaite. Je me suis juste sentie fatiguée. Grand-mère Margaret avait eu raison. Parfois, la vérité est une punition suffisante. Je n'ai rien eu d'autre à faire. La vérité a tout fait toute seule. 6 mois plus tard, je me suis assise dans le bureau d'une thérapeute à Beacon Hill. Non pas parce que je m'effondrais, parce que j'étais enfin prête à me reconstruire. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui a besoin d'une thérapie, a déclaré le docteur Patel lors de notre première séance. Tout le monde a besoin d'une thérapie, ai-je répondu. Je me permets juste enfin de l'admettre. Nous avons parlé de ma famille, des années d'invisibilité, du fardeau de construire le succès en silence, de l'étrange chagrin de couper les ponts avec les personnes qui étaient censées m'aimer. Regrettez-vous ce que vous avez fait, a-t-elle demandé. Non. Et je le pensais. Je regrette que cela ait dû arriver, mais je ne regrette pas de m'être protégé. En dehors de la thérapie, ma vie était belle. Plus que belle. Méridian prospérait. Nous avions remplacé le contrat d'Ivan par 3 clients plus petits, plus diversifiés, plus stables. Daniel a obtenu une promotion. J'ai embauché 4 nouveaux employés. Nous avons déménagé dans un bureau plus grand avec vue sur le port. J'ai repris contact avec l'oncle Robert. Nous dînions une fois par mois. Il me racontait des histoires sur ma mère, les vraies, pas les versions aseptisées que mon père m'avait servies. Elle avait été féroce, apparemment, têtue, une battante. Tu es exactement comme elle, a dit Robert. Elle serait tellement fière de toi. Je gardais toujours la photo de grand-mère Margaret sur mon bureau. Je visitais sa tombe tous les mois, laissais des fleurs, lui parlais de ma vie. C'était étrange de parler à une pierre tombale, mais aussi guérissant. Je l'ai fait, grand-mère. Je lui ai dit un matin de printemps. Je ne les ai pas laissés me définir. Le vent a bruissé à travers les arbres du cimetière. Si j'écoutais attentivement, je pouvais presque entendre sa voix. Je savais que tu le ferais, ma chérie. Je l'ai toujours su. Alors, voici ce que j'ai appris. Si vous voulez la morale de cette histoire, votre valeur n'est pas déterminée par un diplôme. Elle n'est pas déterminée par l'opinion de votre famille. Elle n'est pas déterminée par qui croit en vous ou qui essaie de vous détruire. Votre valeur est déterminée par ce que vous construisez quand personne ne regarde, par qui vous devenez quand tout le monde vous considère comme vaincu, par la vie que vous créez de vos 2 propres mains. Mon père pensait m'enseigner une leçon à cette fête de départ à la retraite. Il pensait me remettre à ma place. Ce qu'il a réellement fait, c'est me libérer. Je ne déteste pas ma famille. C'est la partie que les gens ont du mal à comprendre. La haine prend de l'énergie. La haine est une chaîne. Je préfère dépenser cette énergie pour les personnes qui le méritent. Pour le travail auquel je crois, pour les relations qui me nourrissent, pour une vie qui est vraiment la mienne. Les limites ne concernent pas la vengeance. Elles concernent la protection. Elles consistent à dire, c'est ici que ma vie commence et que vos dommages s'arrêtent. Si vous êtes dans une famille qui vous fait vous sentir petit, si vous avez des personnes dans votre vie qui voient votre potentiel comme une menace au lieu d'un cadeau. Si vous avez déjà été la déception de la famille, le bouc émissaire, l'invisible, je vous vois. J'ai été vous. Et je vous promets, il y a une vie de l'autre côté de la rupture. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'être là.
Si cela a résonné en vous, s'il vous plaît abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification, vérifiez la description pour plus d'histoires comme celle-ci, et rappelez-vous, vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit que vous étiez. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes tellement plus. Jusqu'à la prochaine fois, c'est Heather, et je suis enfin libre.